Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons d'écouter dans un instant la romancière Lydie Salver, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi 4 octobre 2025, à l'occasion de la parution de son nouveau livre « Autoportrait à l'encre noire » aux éditions Robert Laffont. Dans cet autoportrait décapant et clairvoyant, Lydie Salver interroge son goût de la solitude et les racines de son allergie au bavardage en société. Elle y cherche sa vérité, l'enfance éprouvée, l'expérience de l'exil, ses études en psychiatrie, son penchant pour l'humour canaille, comme réponse au désespoir. Car Autoportrait à l'encre noire se révèle comme une déclaration d'amour à la littérature. La rencontre était menée par Jean-Antoine Loiseau. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, très heureux que vous soyez venus nombreux et nombreux pour rencontrer à nouveau Lydie Salver. Nous étions ici même, Lydie, pour Depuis toujours, nous aimons les dimanches, c'était il y a 2 ans, votre tout précédent livre. Et aujourd'hui, encore une fois, voilà, c'est un coup de cœur pour moi, je trouve. Autoportrait à l'encre noire. Payé grassement pour vous m'avez payé grassement, oui, on se connaît depuis très longtemps. C'est vrai qu'on avait parlé de Rêver debout ici, on avait évoqué également Tout homme est une nuit, enfin on l'avait plusieurs fois. Et là, Autoportrait à l'encre noire, donc chez Robert Laffont, dans cette très belle collection Pavillon, l'exercice de l'autoportrait pour vous, un autoportrait très clairvoyant, on pourrait dire, où la littérature finalement, si je vous ai bien lu, paraît un peu comme le seul pays qui compte, la littérature et la langue, en général les langues, devrais-je dire, on va y venir. Sensibilité, générosité également caractérisent ce livre, l'humour qui ne manque pas évidemment, comme souvent chez vous. Si je puis me permettre, Lydie, je vais lire le début de ce très beau texte. Ça nous donnera comme ça une idée d'entrée de jeu, on saura où on va, si je puis dire, avec une citation de Montaigne sur la physionomie, une citation en épigraphe du livre. « Notre monde n'est formé qu'à l'ostentation, les hommes ne s'enflent que de vent et se conduisent par bonds comme les ballons. » On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Voici donc la présentation, c'est le premier chapitre du livre Autoportrait à l'encre noire de Lydie Salver. J'ai vieilli, j'ai mochi, j'ai le cheveu rare, les chairs flasques, le visage las. Mais voilà que je commence par décrire les outrages du temps plutôt que d'attaquer classiquement ma biographie par le début. Je veux dire par ma naissance et par mon nom tel qu'il figure sur mes papiers. Nom Arjona, peut-être d'origine arabe, qui est aussi celui d'un village andalou proche de Jaén, où mon père naquit. Un patronyme que j'exècre et que j'ai échangé dès que j'ai pu, avec celui du premier venu épousé, Salver. J'ai honte. Salver a fait l'affaire, un nom bien français, qui a mis sur le champ l'Espagne à la porte. Mais l'Espagne en moi s'est déplacée avec le temps et a trouvé d'autres refuges dans l'écriture notamment, ce dont je parlerai le moment venu. Prénom Lydie, Lydia en espagnol, qui signifie lutte, et victoire parce que j'ai vu le jour en 1946. Hélas. Un bel avenir en perspective, si j'en crois un certain Tristram Shandy, lequel était persuadé que les noms de baptême décidaient d'une vie. La mienne n'a pourtant pas débuté sous les meilleurs auspices, puisque se penchèrent sur mon berceau les 2 visages du couple le plus désassorti de la Terre. Date de naissance officielle, 15 mars 1946, à Autainville, dans le Loir-et-Cher. Plus tard, lorsque je me prendrai pour une écrivaine, il m'arrivera de déclarer par coquetterie être né entre les pages d'un livre. Aujourd'hui, je me demande sérieusement, quand suis-je né à moi-même ? Est-ce le jour où j'ai décidé de faire de ma honte un objet d'écriture ? J'avais alors une 40aine d'années. Quand naît-on à soi-même ? Le sait-on ? Peut-on mourir sans être né à soi ? Nationalité française, quand je lis Pascal ? Espagnol, quand je lis Cervantes ? Apatride, souvent. Profession préférée, torpilleuse de tristesse. Nom du père, Andrés Arjona Ramirez. Nom de la mère, Montserrat Monclús Vaquer. Leur idylle commence en février 1939.
Cadre de rêve, le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer, où ma mère vient d'arriver rompue de fatigue et blanche de la poussière des routes, après des jours et des jours de marche sous les bombes pour atteindre la frontière française. Avec 500 000 autres Espagnols, elle a fui son pays pour échapper à la répression du caudillo, nommé chef de gang par l'insondable volonté de Dieu et d'une troupe de canailles qui fusillent, exilent ou emprisonnent tous ceux qui ne se prosternent pas devant leur généralissime. Mon père, belle gueule, famille bourgeoise, 10 ans de plus que ma mère, tombeur invétéré, engagé volontaire dans les troupes du général communiste Lister qui encadre la cohorte des migrants. Il baise l'innocente dans le camp et l'engrosse. Puis les deux sont transférés dans le camp d'internement de Mozac, en Dordogne, où naît ma sœur Marie. De là, Mais alors que je m'apprêtais à développer l'histoire sombre du couple parental, un souvenir brusquement s'est imposé à moi et m'a stoppé net dans mon élan. Que le lecteur me pardonne cette aposiopèse. J'aime parfois parer ma prose de termes rares qui sont à la phrase ce que les bijoux sont aux doigts d'une main. Voilà. Et ça, c'est donc la présentation de ce livre, donc Autoportrait à l'encre noire. Alors, c'est vrai, question d'entrée de jeu, Lydie, j'étais étonné, faire votre autoportrait, vous le dites vous-même, que vous critiquez pas mal. Du reste, le jeu, vous parlez de Gada, Carlo Emilio Gada, vos écrivains préférés, qui dit le jeu, c'est pire que tout. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans la... D'abord, une déclaration. Je suis très heureuse d'être à Toulouse et de rencontrer les Toulousains et la librairie Ombre Blanche, qui est ma librairie préférée, vraiment, je le dis fort. Alors pourquoi je me suis jetée dans l'autoportrait ? Peut-être je trace le contexte. Je venais d'apprendre que mon éditeur, depuis des années, et mon attaché de presse, depuis des années, quittaient le navire. Et j'étais dans une période un peu de chagrin, et j'ai plusieurs propositions, dont celle de Robert Laffont, d'écrire un autoportrait. Je me dis pourquoi pas ? C'est peut-être une occasion qui t'est offerte de te parcourir, de te connaître, de mieux t'appartenir, d'aller explorer les régions de soi que j'ai évitées jusqu'ici, d'éprouver mes limites. Bref, je trouve 1000 raisons pour commencer ce texte, sauf que me reviennent immédiatement les réserves des uns et des autres à propos de l'autoportrait, celui de Pascal qui disait que le moi était haïssable et que c'était une maladie de l'esprit qui nous amenait à nous préférer au reste de l'univers. Je me demande bien pourquoi. Arthur Rimbaud qui avait dit « je est un autre », dont « je est à jamais inconnaissable », etc. Et puis il y avait aussi sinon ma détestation, du moins ma réserve, devant ce que Stendhal appelait l'abomination égotique, c'est-à-dire cette manie qui est plus vivante que jamais, de s'exhiber sur les réseaux et de parader et de faire montre de son intimité, etc., qui vraiment me déplaisent. Mais au moment où je commençais à douter au point de stopper l'écriture, je suis tombée sur une lettre de ma mère que je cite et je me suis dit, après tout, ça pourrait être l'occasion de parler de ma mère, de parler des gens qui ont compté dans ma vie, de parler des lectures qui m'ont formée, de parler des expériences qui ont été les miennes, etc. Et je me suis lancée. Voilà. On sent bien dans le livre ce questionnement régulier sur... Finalement, le piège, il est peut-être en effet de est-ce que je vais pas m'enjoliver, est-ce que je vais pas avoir... Ça. Et ça, on sent bien que ça irrigue, le questionnement irrigue tout le livre. Bien sûr, et c'est vrai que c'était un risque d'être accusé d'ostentation, comme le dit si bien Montaigne dans l'exergue que j'ai donné. Bien sûr, c'était un risque, mais on s'est déjà rencontrés, donc j'ai peur un peu que tu m'entendes répéter les mêmes choses. Pourquoi ? C'est pas... Mais je crois que c'est important. C'est une réalité. Au moment de me lancer dans l'écriture, je relis L'âge d'homme de Michel Leiris, qui est une manière d'autoportrait dans lequel il écrit une préface qui s'appelle De la littérature considérée comme une tauromachie, et où il dit que si un écrit n'est pas risqué, s'il n'est pas dangereux pour celui qui l'écrit, il ne vaut rien. Ce ne sont, dit-il, que grasses veines de ballerine. Donc il y avait un risque vraiment à écrire un autoportrait, et je crois que c'est ça, au fond, qui m'a séduit. Qu'il y ait en tout cas une part de risque, pas de risque mortel, hein, on n'est pas des toréadors, mais
Mais quand même. Vous écrivez ces exhibitionnistes à la gomme ignoraient-ils donc que les êtres les plus fascinants étaient précisément ceux-là qui révélaient le moins leurs secrets? C'est vrai. Ne connaissaient-ils pas la sage recommandation d'Épicure? Cache ta vie. Donc ça remonte à loin quand même. Hein. On peut remonter. C'est vrai. Donc il y avait plein de choses qui rendaient l'exercice effectivement risqué. Et notamment celui de l'exhibition plus ou moins obscène de l'exercice. Mais il y avait aussi, et ça, ça a été important, je vous dis tout ce qui a plaidé pour et plaidé contre, il y avait cette phrase de Montaigne, je crois que je te l'ai dite la dernière fois, « Tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition ». Ça veut dire que si tu te connais bien, tu connais les autres. Si tu dis tes faiblesses, tes obsessions et tes forces, tu dis aussi d'une certaine manière celles des autres. Bon, c'était un peu un alibi, mais ça a compté, je crois aussi. Le connais-toi toi-même de Socrate, oui, voilà. Finalement, c'est vrai. Oui. Et puis Montaigne Connais-toi toi-même, qui est la maxime qui est inscrite au fronton du temple de Delphes et qui a été reprise à peu près par la plupart des philosophes de l'Antiquité. Connais-toi toi-même pour mieux t'appartenir, pour être souverain de toi. Et ça, c'est très important, de s'appartenir et de ne pas laisser être construit par les autres et le regard des autres, etc. C'est la raison pour laquelle il y a cette citation de Montaigne aussi, oui, qui est, j'imagine, un écrivain qui, pour vous, avec Pascal, Cervantes, un de vos maîtres, si je puis dire, à penser et à écrire, peut-être, je ne sais pas, si on peut dire ça. Bien sûr. Montaigne, dont tout le monde dit que ses essais ne sont rien d'autre qu'un autoportrait. Et Pascal va jusqu'à faire le reproche à Montaigne du sot projet qu'il a eu de se peindre. Pascal qui avait tellement horreur de l'exhibition. Mais il n'y a rien de complaisant chez Montaigne. C'est ça qui est beau. Rien de m'as-tu vu, rien de fait pour séduire ou plaire les autres. Il passe avec lui-même, je pense, une sorte de contrat de vérité. Et il s'oblige à dire ce qui est difficile à dire, ce que j'ai essayé de faire. Ce que j'ai essayé de faire parfois. C'est-à-dire d'avouer des choses un peu difficiles, d'être d'une sincérité excessive, disait Marina Tsvetaeva. Donc je me suis forcée par exemple à dire qu'il m'était arrivé de commettre des petits larcins. Et d'autres choses comme une espèce de contrat passé avec moi-même pour m'obliger à une forme de... Puisque un des premiers autoportraits, ce sont les Confessions de Saint-Augustin. Hein. Et c'est vrai que la littérature est parsemée d'auteurs qui se disent, bien sûr. Il y a eu Rousseau aussi. Rousseau, bien sûr, les Confessions de Rousseau. Ça c'est un peu Chateaubriand également, qui est un grand. Les Mémoires d'outre-tombe. Mais lui, il dit, je veux donner de moi une image convenable. Alors c'est embêtant. parce que forcément tu triches. Non, mais surtout, il y a eu les peintres qui ont fait des autoportraits d'eux, mais avec un regard d'une acuité et presque d'une cruauté. Chez Rembrandt, les autoportraits de la vieillesse, où ils se montrent décatis, ridés, etc. Presque tous les peintres ont fait leur autoportrait. Toulouse-Lautrec, sans pitié, ils se montrent nains. L'autoportrait commence à peu près chez les peintres à la Renaissance, parce que l'usage du miroir se démocratise, j'ai lu ça, et le statut d'artiste commence à être valorisé. Et donc les artistes vont s'évertuer à faire leur autoportrait, et toute la peinture est scandée d'autoportraits des uns et des autres, de Picasso en passant par Frida Kahlo, etc. Et c'est un peu plus rare chez les écrivains. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est un peu plus mal vu peut-être. Très intéressant dans ce livre, c'est que vous vous interrogez aussi sur votre propre œuvre, au passage, sur vos écrits, la puissance des mouches notamment, au passage. Bon, parce que vous dites finalement quelle différence il y a. Est-ce que je ne me peins pas en creux moi-même dans mes romans, dans mon œuvre de fiction? Mais je vais même jusqu'à dire que peut-être tous les écrits sont des autoportraits déguisés. Proust, par exemple, bien sûr, il part de Madame Verdurin, mais c'est sa vie, en sous-sol. Et même pas en sous-sol, parfois c'est son expérience même. Et je me demande si on ne peut pas le dire, je ne sais pas, on discutera ensemble à la fin, mais si on ne peut pas le dire de presque tous les écrivains, quels que soient les personnages fictionnels qu'ils décrivent. Et d'ailleurs, pour ce qui est de moi, je me rends compte, par exemple, je crois écrire des personnages fictionnels, et je finis par comprendre que la figure mauvaise du père revient sans cesse, jusqu'à ce que je comprenne que la figure fictionnelle du père, elle n'est pas fictionnelle. C'est celle de mon père. Vous voyez ? Et on a l'impression que la fiction déguise
mais elle déguise mal, il me semble, parfois. J'allais partir sur la structure du livre, mais comme vous venez de parler du père, Lydie, évidemment, ça ouvre une voie. C'est vrai que c'est un livre dans lequel vous évoquez beaucoup votre mère. Hein. Quand vous dites à un moment donné dans le livre, si j'ai une image, c'est vraiment l'image du visage de ma mère qui me reste. Voilà, on sent que c'était une déclaration. Vous aviez écrit Pas pleurer, qui a eu le prix Goncourt en 2014 hein, sur votre mère, mais vous y revenez. Et là, il y a la figure du père aussi. J'ai lu un peu ce livre comme une sorte de tentative, si je puis dire. Je ne sais pas si le mot est tentative de compréhension de votre père qui, si on vous lit bien, a été en effet quelqu'un de violent. Et donc il y a une espèce de tentative de compréhension peut-être par ce livre. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas du tout mon histoire, donc je suis née d'un père né dans une grande famille bourgeoise, qui est le seul de sa famille à s'engager du côté républicain contre Franco en 1936. Au final, la guerre est perdue. Il est réfugié politique en France en 1939. Et lui, qui était un señorito, un dandy, enfin un jeune homme oisif, relativement héritier, se retrouve manœuvre, puis maçon, habitant dans des lieux peu reluisants, vous voyez, avec le sentiment qu'il est déconsidéré, qu'il est déchu. Et c'est vrai que dans l'enfance, cet homme revient de son chantier le soir et il est colérique, il est amer, il nous engueule. Et mes sœurs et moi, on dit on le déteste, il est méchant, notre père est méchant, etc. Et ça va rester une sorte de figure confortable comme ça du père méchant, sans que ni moi ni mes deux sœurs ne nous demandions pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et à l'occasion, je suis invitée au festival de flamenco de Mont-de-Marsan l'année dernière. Et il m'arrive ceci, j'écoute le premier tablao, on dit tablao de flamenco, et je me mets à sangloter, mais comme ça m'arrive vraiment très rarement. Et j'ai passé quelques jours à me dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et je crois que je vais finir par comprendre que je vais comprendre, comme dans la Madeleine de Proust, que mon père, le flamenco, il en avait fait le deuil, comme il avait fait le deuil de son pays, de sa langue, de sa famille, de tout ce qui importait pour lui, et que ce deuil était inconsolable, et que peut-être sa méchanceté était l'autre nom de sa mélancolie, de ce deuil impossible. Alors je ne dis pas que je l'excuse pour autant, mais j'ai compris en tout cas quelque chose de rancœur qu'il avait, de choses douloureuses, que j'ai bien, à tort ou à raison, compris comme une des conséquences de l'exil. Vous écrivez « Je compris en un instant que ces vitupérations, ces aigreurs, ces colères n'étaient qu'une protestation contre la porqueria de vie qu'il menait. Je compris qu'elles étaient la conséquence d'une solitude infinie. Je compris que sa méchanceté était, comme l'avait dit Montaigne, l'autre nom de son chagrin. L'excusais-je pour autant ? Je n'en suis pas certaine. » Ça a été vraiment un moment bouleversant parce que je crois que j'aurais pu mourir avec cette image du père méchant. On s'était construite avec ça, mes sœurs et moi, et je ne suis pas sûre que s'il n'y avait pas eu cet incident, j'aurais été capable de re-questionner la figure paternelle. Et je me dis qu'on est peut-être tous comme ça, on vit au fond, avec des parents qu'on ignore, qu'on croit connaître parce qu'on a partagé une intimité avec eux et dont on ignore souvent les blessures, les vertus, ou pas. Hein. Je ne dis pas que c'est général, mais en tout cas, on vit à côté de parents qu'on exècre ou qu'on adore ou avec lesquels on est indifférent ou pas, sans vraiment chercher à les connaître. Vous me direz. Est-ce que cet événement, justement, de ce festival de flamenco à Mont-de-Marsan, vous écrivez, c'est en juillet dernier ? Oui, c'était l'année dernière. Et le livre était déjà... Non, j'étais en travail d'écriture. Est-ce que du coup, c'est une question qui me vient comme ça. Est-ce que ça a donné une autre orientation au livre ? Mais sans doute. Presque sûr de ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est au fond le passage du livre que je préfère. Ce qui se passa cette semaine-là, à Mont-de-Marsan, fut comme une révélation, pardon pour la grandiloquence, mais aucun autre mot ne me vient. Le flamenco m'avait, par sa douleur et par sa force, dessillé les yeux, la mémoire et le cœur. Le flamenco m'avait amené à reconsidérer la légende familiale,
me livrant une autre version, une autre interprétation des choses, une autre lecture. Le flamenco avait désarmé mes défenses et toutes les parades visant à me protéger des sujets douloureux. Le flamenco m'avait en quelque sorte rendu à mon père que je m'étais obstinée à méconnaître. Le flamenco m'avait rendu à la conscience des douleurs de l'expatriation. Le flamenco m'avait rendu à la conscience de l'Espagne que mon père portait en lui. Le flamenco avait été cette flèche qui, traversant l'épaisseur des murs aveugles et sourds, m'atteignait en plein cœur des décennies après, en m'emplissant de larmes. Et je saute un extrait, je compris en un instant que ces vitupérations, ces aigreurs, ces colères n'étaient qu'une protestation contre la porqueria, la saloperie de vie qu'il menait. Je compris qu'elles étaient la conséquence d'une solitude infinie. Je compris que sa méchanceté jambéguée était, comme l'avait dit Montaigne, l'autre nom de son chagrin. Pourquoi le rebondissement, peut-être alors? Après, on va l'oublier, donc. Oui, peut-être. Donc, il faut que je vous dise que j'ai une voisine... Alban, dans le livre, et je dis son nom parce que personne ici ne la connaîtra jamais, Sandrine dans la vie, qui est ma voisine adorée, vraiment ma voisine adorée. C'est une personne d'une générosité, d'une joie, elle est solaire. Dans la vie, elle est chauffeuse de poids lourds, figurez-vous. Elle a des biscottos comme ça, elle est costaud, elle soulèverait des montagnes, et on s'adore. Sauf que il est impossible de parler de littérature avec elle parce qu'elle est fan de New Romance que j'exècre. Et donc j'ai faim dans le livre, et ça me donnait une construction de suivre la Bible de la New Romance. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous osent dire qu'ils lisent des New Romance après ce que je viens de dire. Mais il y a une Bible, c'est-à-dire il faut une histoire d'amour à tout casser, d'une femme en général en position sociale faible, et d'un monsieur puissant, c'est mieux, avec des scènes d'amour calientes, mais vraiment, ça c'est très très important, et avec un méchant qui s'interpose, mais à la fin, l'amour triomphe. Donc j'ai essayé de suivre à ma manière cette Bible de la New Romance. Donc il y a le méchant, évidemment, c'est mon père. Il y a le rebondissement dont je viens de parler, il y a les expériences qui font du bien, et il y a le final délicieux voilà. Oui, finalement, vous vous êtes... ça vous a donné la structure. Ah, mais j'ai obéi à Sandrine, à Alban. Parce qu'au début, quand même, c'est pas évident. Alors ça donne des dialogues évidemment très percutants, oui, on se fâche. Savoureux. On se fâche parce que elle me dit, si tu écrivais de la New Romance, tu serais peut-être un peu plus connu. Excuse-moi. Ce genre de choses où il serait temps que tu te mettes à l'air du temps. Ah bon, parce que je ne le suis pas, etc. Et donc j'essaie de la convaincre évidemment que c'est moi qui détiens la vérité. Et en fait, je dis que ni l'une ni l'autre ne détiennent la vérité, qu'il n'y a pas de maître de la vérité en littérature, que chacun juge à son goût et chacun y trouve ce qu'il cherche ou pas, etc., etc. Et on finit réconciliés. C'était important. Non, mais on n'a jamais été fâchés. Elle m'a envoyé une photo aujourd'hui. Je vous dis tout d'Alban, de la fausse Alban. Quant au jour où je me lève, l'humeur mauvaise et l'âme malveillante, on est page 19, c'est tout au début du livre, ce sont généralement les jours qui succèdent à des nuits sans sommeil. Je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Je déclare haut et fort que ces livres ne sont que de la merde en barre. Et je conçois à le dire une sombre satisfaction. Après quoi, j'argumente. Quand je pense, dis-je exalté, qu'on ose qualifier la romance de littérature populaire après que Pasolini, il y a 50 ans, fit le constat désespéré que la culture populaire avait disparu en même temps que les lucioles, triomphalement remplacées par la culture de marché. Ça me rend dingue. Oui, je sais, m'arrive-t-il d'ajouter afin de tempérer la virulence de mes attaques. Cette littérature médiocre, 1000 fois préférée à celle que l'on nomme la grande, est souvent la fixette d'écrivaillons ratés qui geignent et s'affligent parce que leurs ouvrages demeurent, comme ils le disent pudiquement, confidentiels ou envoyés au pilon à peine imprimé. C'est pour vrai, dis-je,
pensent trouver dans le dénigrement de la New Romance la preuve même de leur grandeur. Et plutôt que d'ouvrir les yeux sur l'indigence de leur talent, ils s'égosillent en injures sur ces livres repoussoirs, espérant que ce piètre stratagème mette en avant les calamiteux romans qu'ils commettent. Ils vont même jusqu'à faire de leur échec une marque de distinction. Mais laissons ces prosateurs s'abuser et abuser par leur médiocrité les esprits trapus, les demi-cons, les vrais andouilles et autres songes creux. Pardon, j'ai quelques colères comme ça, ça m'arrive. J'en ai d'autres, colères. Mais bon. Colère spéculative. C'est un chapitre du livre. Mes colères spéculatives. Voilà, je me justifie de la sorte. Donc, parce qu'à un moment, je me dis, ai-je hérité de la colère paternelle ? Ça me ferait suer. Et en fait, je dis, c'est vrai que je suis rarement en colère dans la vie, non, et ça c'est vrai, mais j'ai des colères spéculatives, des colères mentales. Alors contre la positive attitude, ça m'agace. C'est-à-dire voir tout en rose, voir tout sucre, tout miel, alors qu'il y a Trump à la porte, etc. Bref, ça m'agace. Qu'est-ce qui m'agace encore ? Certains traits du milieu littéraire, vous voyez les médisances souriantes comme ça, les petites combines pour réussir, tout ça. Les gens qui se disent bons. On parle de ça ? De la bonté muette. Non, parce que quand je parle de ma mère, je suis à 2 pas de dire que c'est quelqu'un de bon et je me retiens parce que je dis et maintiens que la bonté déclamée n'est pas la bonté est muette et agissante. Et ces gens qui me disent qu'ils sont empathiques et qui dans la vie se révèlent aussi mesquins que les autres, ça m'enrage, ça aussi. La bonté est muette où elle n'est pas. Et je donne pour exemple la bonté du Quichotte. Le Quichotte, qui est vraiment une espèce de bonté désarmée, comme il y a peu d'exemples, puisque dès qu'il voit quelqu'un de malheureux, un prisonnier, une femme malmenée, etc., il court à son secours. Mais jamais il ne déclare que c'est par bonté. Jamais. Et Cervantes se garde bien de dire qu'il est bon. Il dit qu'il est fou. Parce que la bonté, à ce point, c'est une forme de folie. Aussi inconditionnelle, aussi absolue, aussi belle. C'est tellement rare qu'on peut presque dire que ça relève de la folie. Mais de ça aussi, nous parlerons, si vous le voulez bien. Vous écrivez, c'est que la bonté est très difficile à traiter littérairement. Il faudrait être un Cervantes pour être à la hauteur de l'enjeu. Votre mère est l'exemple, enfin si je vous ai bien lu, de cette bonté, simple, sobre. Oui, qui se gardait de toute déclamation et agissante, c'est par ses faits et gestes, sauf une fois, je raconte. Donc, je fais mes études de lettres et de médecine à Toulouse et j'ai loué une chambre du côté d'Esquirol. C'est ça, je crois me souvenir. Et un jour, le propriétaire qui habite à l'étage au-dessous frappe, je lui ouvre, et il a des gestes envers moi très, très, très gênants. Et donc, j'appelle aussitôt ma mère, elle est là 2 heures après, et elle me dit « Fais tes bagages ». Et je lui dis « Maman, on a payé pour le mois, tout ça ». Elle me dit « Fais tes bagages, prends la clé ». Elle me dit « Viens ». Et on descend à l'étage, elle frappe chez ce monsieur, elle lui jette la clé à la figure et elle l'a traité. Ma mère, que je croyais une sainte qui n'avait jamais un mot plus haut que l'autre, elle l'a très maltraitée. Voilà, elle avait elle aussi ses orties. Elle remplit à toute vitesse une valise de mes effets, me prend par la main, me prévient que ça va barder, claque la porte de la chambre et sonne chez l'affreux proprio qui habite à l'étage au-dessous. À peine celui-ci a-t-il ouvert sa porte qu'elle lui jette, sans se démonter, la clé de la chambre à la gueule. Et elle, d'habitude si polie, si discrète, si réservée et délicate, le qualifie avec un aplomb incroyable de salaud, d'ordure, de pustule, où a-t-elle appris ce mot, de cabron et de hijo de puta, puis lui souhaite de crever en enfer, pendu par les pieds. Et j'aime à me souvenir de cette journée où je découvris chez ma mère une part d'elle que j'ignorais. Ses orties, ses ronces, ses buissons d'épines visant à écorcher les brutes aux mains fouineuses qui se hasarderaient à grappiller ses fruits. Et je ris aujourd'hui en me remémorant la scène qui m'avait alors empli d'inquiétude. Oui. La gloire de ma mère, il faut citer le titre parce que là, c'est voilà. Chose aussi importante, je crois qu'elle m'a préservé du ressentiment parce qu'on n'a pas encore parlé de mes lectures et des passions tristes et du ressentiment. Oui, parce que c'était l'occasion de dire les lectures qui m'ont construite, presque autant que ma mère.
Lydie Salver pour Autoportrait à l'encre noire, édition Robert Laffont, à la librairie Ombre Blanche, le 4 octobre 2025, en dialogue avec Jean-Antoine Loiseau. Hoy no sé a dónde voy, tan solo sé que mi camino es seguir hacia adelante y tener fe en mi destino. ¿Quién pudiera decirme si este sendero no lleva pena? Aunque sé que en la vida tras las fatigas hay cosas buenas. Parmi les choses qui ont infiniment compté pour moi, il y a cette dénonciation par Spinoza, ça a l'air chic comme ça, mais je lis de Deleuze Spinoza ou la philosophie pratique, et dans lequel il parle d'un Spinoza qui se bat contre les passions qu'il dit tristes, parce que toutes les passions tristes font le lit du populisme, font le lit de Trump aujourd'hui. La tristesse, dit Spinoza, demande un maître qui va lui désigner l'ennemi à abattre. La tristesse induit la jalousie, induit la vengeance, etc. Il faut se révolter, il faut résister, mais surtout pas en sombrant dans le ressentiment dont Nietzsche disait que c'était la morale des esclaves. Tout sauf les passions tristes. C'est pour ça qu'au début je dis que ma passion préférée c'est fusiller, comment je dis, torpilleuse de tristesse. Torpilleuse de tristesse. Rien n'est pire que ces espèces de ressassements amers. Et ça fait d'ailleurs une partie de la littérature, on adore ça, les gens qui se plaignent comme ça, dans le culte du malheur, et ça se vend très bien, je vous signale. Et non, ça, il en est hors de question. Il faut se garder de ça, me semble-t-il. En tout cas, c'est une chose qui m'a frappée, je me suis dit, jamais, jamais, au grand jamais, ne tombe dans le ressentiment. Jamais. Alors sans doute que je dois avoir des tentations quelquefois, mais... Alors les lectures, ça commence très tôt. Enfin, oui. vous habitez la lecture avec. Ça commence par Sans famille d'Hector Malot, oui. Une des premières lectures d'enfance, et puis après il y en a plein d'autres. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de curiosité tous azimuts chez vous. Mais parce qu'il se passe ceci. Mes parents parlent un français de guingois que j'appelle le fragnol, qui est un mélange de français et d'espagnol bourré d'incorrections. Et à l'école, au début, je reproduis les incorrections du fragnol. Et la maîtresse me dit, c'est pas comme ça qu'on dit. Une fois, 2 fois, 3 fois, et je vais décider de fermer ma gueule. Mais je compense ce deuil de la parole orale en me jetant dans la lecture, alors que mes petites camarades lisent moins. Donc c'est un peu ma façon de m'en sortir. Donc je vais prendre vraiment le vice de la lecture. Donc sans famille qui me séduit. Parce que être sans famille, c'est le rêve, vraiment, c'est idéal. Et puis, je leur fais le coup d'Étienne de la Boétie. Oui, mais la Boétie, il faut en parler, parce que c'est un auteur qu'on ne connaît pas finalement tant que ça. Donc, Étienne de la Boétie, qui est mis par bonheur, par miracle, au programme des lycéens cette année, qui est un ouvrage capital, que je vous exhorte, que je vous conjure de lire et qui est d'une actualité infinie. Voici pourquoi. C'est 50 pages. Discours de la servitude volontaire. Écrit à 17 ans, tenez-vous bien. Pas paru de son vivant parce que trop sulfureux, évidemment. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre ? Il dit, les dominés, d'ordinaire, se disent dominés parce qu'écrasés par les dominants qui ont avec eux la force financière, économique, culturelle et politique. Étienne de la Boétie pose cette question très sulfureuse. Et si, au fond, le peuple était complaisant avec ses maîtres et ses dictateurs? Et si, au fond, ils y trouvaient un confort? Et si, au fond, ils y trouvaient le goût de la servitude et la transmettaient à leurs enfants qui vont la trouver naturelle? Et si, au fond, les électeurs de Trump avaient été séduits par un mec qui ne plaide en rien leur intérêt, mais figure du maître, et on cède.
et on est séduit. C'est ça qu'il dit, la Boétie. C'est ça qu'il dit, en 1600 et quelques. Et je relis, c'est 50 pages, j'espère qu'il est en librairie. Il est en librairie. Oui, confirmation, il est bien. Mais achetez-le en sortant, je vous en conjure. Mais non, mais c'est tellement important de se poser aussi la question. De se dire, alors quoi, Trump, oui, mais et alors, et si le peuple, au fond, l'avait secrètement désiré se mettre? On peut se poser la question, on a le droit. Il prend ce droit, ce qui est très, très, très gênant, et qui va à l'encontre de ce que souvent l'on dit. Moi, je ne crois pas qu'il va à l'encontre, je crois qu'il complète. Et effectivement, il y a une domination culturelle, politique, financière, bien sûr. Mais peut-être faut-il... Étienne de la Boétie dit qu'il faut déserter. Déjà, c'est pas mal. Et contemporain de Montaigne, hein, ami de Montaigne, Montaigne et la Boétie, parce que c'est pas un hasard, forcément. Bien sûr. Quand Montaigne découvre le travail de la Boétie, mais il est sur le cul, on dirait aujourd'hui. Ils vont se prendre l'un et l'autre d'une amitié immense. Malheureusement, Étienne de la Boétie va mourir très jeune, je crois qu'il a une 30aine d'années. Et il va dire combien la vie sans lui, sans cette amitié, sera désormais assombrie. La diversité de vos lectures, de vos... Rabelais, oui, Quevedo, Cervantes, oui. Enfin bon, Rabelais, alors attendons-nous sur Rabelais. Oui, mais Rabelais, pourquoi Rabelais? Parce que Rabelais fait cette chose que je trouve admirable, parler dans la langue la plus tenue, la plus haute, la plus sublime, et dire des choses d'une philosophie remarquable, et en même temps, et embrasser à elle, mais des remarques d'un prosaïsme, d'une trivialité populaire, diraient les chics, extraordinaire. Et j'adore ça. J'adore ça, qui est ce mélange de ces deux registres auxquels les classiques ont mis fin, au XVIIe. Il ne faut pas que la belle langue digne des Louis quelque chose soit souillée par le goût populaire. Et donc, Rabelais au placard. Et Dieu merci, il sera retrouvé après, on lui rendra justice après. Alors qu'en Espagne, cette mise au placard des picaresques n'a pas lieu. On a trouvé tout au long cette embrassade entre le plus beau de la langue et le plus picaresque, je ne sais pas comment dire. Ça vous caractérise bien, ça, Lydie Salver? J'adore. Ce goût que vous avez pour les classiques, parce que vous adorez aussi les classiques, la belle langue, la langue, la sobriété des classiques, sûr, et en même temps, cette sorte un peu d'excès, d'hyperbole. On parlera sûrement des satiristes après, parce que justement, ça m'intéresse. Oui. Et voilà, vous arrivez... j'adore ça, mais pourquoi? Parce que j'allais à l'école où j'apprenais Racine, qui était pour moi une langue étrangère, je trouvais belle, Et dans ma famille, c'était le fragnol, et dans la rue, le langage de la rue. Et j'ai fait mon miel de ce croisement des langues. Et alors, je le redis là, parce que je me targue dans la méthode Mila, comme exemple de cet embrassement, d'avoir conjugué le verbe niquer à l'imparfait du subjonctif. Que vous nicassiez. Ça m'amuse. Écrivez, le rire est devenu prudent, le rire est devenu modeste, le rire a peur de faire pop, il met d'un air gêné sa main devant la bouche, il demande pardon, il s'excuse d'entrer avec ses gros souliers dans les salons charmants où l'on sait dézinguer, mais sans bruit, et rire, mais sans joie. Rabelais, qui était médecin, comme moi, et qui disait que la meilleure médecine, c'était le rire, c'était la joie. C'est magnifique, je trouve. Comme Spinoza, qui vous révèle d'une éternité de joie. Avoir ce culte de ce qui fait du bien, de ce qui renforce, de ce qui nous donne de la puissance, et se méfier comme de la peste, de ce qui nous amoindrit. Et chez Rabelais, il y a aussi cette chose qui est nouvelle, archi-nouvelle, c'est que lui met le corps à égalité avec l'âme. C'est pour ça qu'il est radié comme hérétique de la Sorbonne. Il chante les joies du corps autant que celles de l'âme. Et les joies du corps, c'est, dit-il à propos de Gargantua, de se torcher le cul. C'est ça, Rabelais. Il peut dire ça. Et alors? C'est beau. Il fait son miel de tout ce savoir populaire savoureux, et que les gens chics regardent comme ça du haut de leur bon goût. Le bon goût n'étant jamais que le goût de ceux qui décident du bon goût, c'est-à-dire une petite élite.
L'importance des livres, hein, vous l'écrivez, je vis avec mes livres, je pense avec mes livres, je dors avec mes livres. C'est vrai. Ils sont ma force et mon réconfort. C'est vrai. Voilà, et Ouais, c'est vital. vrai. Vous écrivez, mais vous lisez beaucoup. C'est en lisant, en écrivant. Et je dors Julien, avec vous mes dormez. livres. J'ai le lit plein de livres. Mais lire au lit, c'est un délice. C'est un délice. Le premier livre que je lis, je suis malade, donc je vous l'ai dit. J'ai les oreillons, j'ai de la fièvre. Et c'est un enchantement, malgré la maladie. Et je n'ai eu de cesse que de retrouver cette douceur de lecture que j'ai eue à ce moment-là. Et le lit, les oreillers, la douceur, tout ça, le confort, tout ça, voilà, je peux pas lire autrement. Mais il faut faire avec cette génération qui lit moins, qui lit peu. Je ne sais pas comment. Et qui sont pas plus cons que nous, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Mais l'image a une telle emprise sur eux et sur nous d'ailleurs, hein. Et je le vois, hein. Je vois par exemple que quand je fais des signatures, les gens regardent la grande librairie. Comment on paraît, comment on se tient, si on a des jolies chaussettes, si on est bien coiffé, et si on sait faire, etc. Ça compte plus que C'est drôle, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a une emprise, vraiment. Vous évoquiez Rabelais qui était médecin. Vous avez exercé aussi à Lydie Salvert pendant de nombreuses années. Vous étiez psychiatre, vous avez fait de la pédopsychiatrie également. Oui. Mais il y a un lien entre les livres et l'aspect médical et votre propre... Vous en parlez, hein, je me permets de l'évoquer, parce que vous évoquez votre cancer déclaré en 2014. 2014, l'année du Et Goncourt. l'importance justement, dans cette période très difficile pour vous, Oui. l'importance de la lecture aussi, la découverte peut-être ou la redécouverte, je ne sais pas, de Swift, et la lecture des satiristes, on peut dire. Et après, on parlera peut-être en effet de votre chapitre concernant votre activité médicale, qui ont beaucoup compté dans votre vie, ont été un peu... Si je l'ai lu comme ça, un peu une sorte de pause, Oui. premier point, je ne sais pas dans quel ordre, peut-être la psychiatrie ou alors votre chapitre sur la maladie, le cancer, la lecture, les satiristes. Donc C'est en important. 2014, on me découvre un cancer, en même temps d'ailleurs que j'obtiens le prix Goncourt. Et vraiment, je suis déprimée, j'écris mon testament. On me dit, Mélie, ça te distraira de ton chagrin. Et tous les livres me tombent des mains, vraiment. Mais un jour, mon compagnon, Bernard, me dit « Tu devrais lire Jonathan Swift, modeste proposition pour que les enfants de pauvres ne soient pas à la charge de leur famille ou de leur pays. Est-ce que vous connaissez Jonathan Swift ?» Ça aussi, je vais vous obliger à l'acheter. La Boétie et Swift. Donc Swift, c'est un satiriste irlandais qui était tellement en colère contre la misère qui régnait en Irlande, les classes bourgeoises qui n'en avaient rien à battre, qu'il écrit un livre où il conseille à ces classes bourgeoises de cuire les nourrissons en sauce, en blanquette, en rôti, etc. C'est terrible, mais c'est extrêmement efficace. Et pour la première fois, je ris jaune, mais je ris parce que je trouve que c'est juste, c'est cruel, et je prends goût à la satire. Et je vais me payer tous les satiristes qui existent sur cette terre. Rabelais, bien sûr, Voltaire, plus tard, Ambrose Chamfort, La Bierce, Bruyère. Chamfort, Ambrose Bierce, le Dictionnaire du Diable, Julien Gracian aussi, vous citez. Gracian, bref, il y a plein. Parce qu'ils jugent du sourire ou du rire comme d'une arme pour dézinguer ce qui est abject, et ça passe. Alors que si tu es docte et sérieux, il me semble que ça passe moins. Et c'est très efficace parce que, en 2 lignes, il résume une situation. J'adore citer ce trait satirique de Thomas Bernard, qui est un de mes auteurs. Auteurs. Il a une odeur. Oui, il a une odeur de soufre. Voilà, oui. Et oui. Vraiment. Et on lui demande de définir l'Autriche. L'Autriche, donc, dont il a dénoncé la peste brune, enfin, les fantômes, les nazis, tout ça. Il dit l'Autriche, 2 points. On écoute Schubert à l'étage, on torture à la cave. Une phrase. Ça vaut un livre. Ça vaut un livre. Alors c'est définitif, excessif, sans doute de mauvaise foi, mais c'est radical. Et il y a quelque chose dans ces traits satiriques qui me plaisent infiniment. Et Ambrose Bierce, écrivain américain, il est en poche, il écrit le Dictionnaire du Diable, je crois qu'il meurt en 1940 et quelques citations. Écrivaillon, 2 points, écrivain concurrent,
Applaudissements, 2 points. Écho d'une platitude. Ne riez pas, hein. Etc., etc. J'adore les écrivains non satiristes, évidemment, mais j'adore la satire. J'adore la satire. Ça se termine, vous dites autant de lectures qui me préservèrent de la mélancolie dans laquelle la maladie aurait pu me plonger. Oui. Les uns comme les autres m'encourageaient à ne pas être dupe des mascarades sociales, à me défier des tartuffes, des intrigants et des canailles, mais à vivre cette défiance joyeusement. Oui, parce que les satiristes, c'est souvent enjoué, c'est rieur, c'est pas amer, c'est pas fielleux, c'est pas aboyé, hein, comme on entend quelques fanatiques sur quelques médias. Ça use du sourire et du rire comme une arme extraordinairement efficace. Un rire un peu jaune parfois, hein, et parfois cruel, hein, faut bien le dire. La période de psychiatrie, pédopsychiatrie, c'est important de le souligner parce qu'on sent que pour vous, dans votre parcours, ouais. C'est vraiment un moment de répit, vous écrivez, je crois. Oui, il y a la période où je suis pédopsychiatre dans un CMPP, Centre médico-psychopédagogique, à Bagnolet. Et je vais adorer ce métier, mais je ne vais pas adorer les familles. Et je vous le dis comme je l'ai vécu, parce que presque tous les enfants que j'ai reçus étaient des enfants en souffrance de leur famille. Soit parce qu'elle était défaillante, ou trop autoritaire, ou trop ceci, ou pas assez cela, etc. J'ai vu des cas d'alcoolisme, etc. Et j'avais lu cette phrase de Godard dans le documentaire qui s'appelle Tour des Tours, 2 enfants, je crois, je sais pas. Il écrivait que tous les enfants sont des prisonniers politiques. Et j'ai eu vraiment, pendant ces années de pédopsie, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je n'ai pas eu d'enfant, j'en suis presque sûre, une espèce de sentiment, d'abord que certains enfants ne pourraient pas s'en tirer. Je me disais, lui, avec la mère qu'il a, le père psychopathe, enfin, les conditions où il habite, les hurlements, tout ça, il ne peut pas s'en tirer, même s'il vient me voir en thérapie 1 fois par semaine. Et ça, c'est désespérant, vraiment. Ça, je crois jamais parlé. J'ai une petite fille qui va mal. Ses enfants étaient envoyés par la psychologue scolaire en général. Et à l'école, ça n'allait pas. Elle était absente, etc. Donc elle vient me voir et elle disait pas grand-chose. Et un jour, elle vient, il y avait une période de vacances, et elle me dit, tu le dis à personne, et elle me décrit ce que faisait sa mère, qui, mère caractérielle, mais horrible, qui, pour qu'elle n'aille pas prendre des choses dans le frigo, fermait la porte de sa chambre à clé. Donc si elle avait envie de faire pipi, elle pissait par terre. Là-dessus suivait une volée de gifles, etc. Situation infernale. Et je dis là, il faut faire quelque chose. J'avais jamais eu affaire à l'aide sociale à l'enfance. Je dis là j'avertis l'aide sociale à l'enfance. Je peux pas. J'ai pas dormi, je crois, pendant 1 semaine tellement j'étais malheureuse. Cette petite fille a été placée et je l'ai suivie en thérapie. Et vous savez quoi ? Elle n'a cessé de me demander de la rendre à ses bourreaux. Rends-moi maman, rends-moi. Parce que c'était mieux que pas de mère. Voilà, c'est ce genre d'expérience que j'ai vécu. Et puis ses parents aussi, vous êtes parents donc vous allez me détester, mais bon. Parents, ils arrivent dans le bureau, alors qu'est-ce qui vous amène ? Et ils posent le carnet de notes de l'enfant sur la table, comme si un enfant se résumait à un carnet de notes. Je m'abstiens de regarder le carnet de notes et je demande à l'enfant s'il y a des choses qui le rendent malheureux, s'il a des soucis, etc. Et l'enfant dit des choses et les parents sont stupéfaits parce qu'ils n'ont pas pensé à demander à l'enfant ce qui le rendait malheureux. Il s'est fait engueuler pour ses notes à peu près tous les soirs. Voilà autant de choses, hein. Mais vous allez me sembler sévère, mais une consultation de pédopsie, c'est fait de ça. Et vous l'ignorez sans doute. Mais c'est fait aussi de ça. Mais c'est fait d'enfants qui s'en tirent, attention aussi. Ouais, il y en a qui s'en tirent. Ouais. Vous avez gardé des liens quelques-uns qui m'écrivent. Posteriori. Ouais, bien sûr. Pas beaucoup, mais quelques-uns qui sont des adultes superbes aujourd'hui. Alors que je me disais, oh là là, où ça va aller ? Mais bon,
Dans ce livre, il y a aussi la question de sa place dans la société, le côté, cette question de la transfuge de classe, comment maintenant il y a ça, il y a le rapport aussi avec le monde animal à travers la figure de Nana, votre chienne aussi, qui est un des derniers chapitres du livre, les bonheurs d'enfance aussi, puisque vous revenez sur votre enfance. C'est un livre un peu comme Montaigne, il écrivait une littérature à sauts et à gambades. Je me disais peut-être que finalement ça vous mais tout en ayant une structure, vous nous amenez... Oui, Montaigne, il va d'un sujet à l'autre, il se fout d'avoir l'air rigoureux au fil des pensées qui viennent. Et moi, j'adore ça. Sur ce qui lui semble important dans le vivant, au jour le jour de son quotidien. Bon, peut-être, je sais pas, sur votre chienne, je sais pas. La Love Story humaine-animal, qui est un des derniers chapitres du livre. Tu m'invites à me montrer débile vis-à-vis de tout le monde. Non, pas du tout. Parce que je suis débile avec des animaux, voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont débiles avec des animaux? Voilà. Donc je suis pas toute seule, ça va. C'est dingue, hein, cette place que prennent les animaux, entre autres choses. Il y a un petit texte à la toute fin du livre, à la toute dernière page. Le rire, le grand rire, serait-il devenu de nos jours chose à craindre? C'est sur cette question ouverte que les éditions Robert Laffont, convaincus du pouvoir salvateur du rire, ont achevé d'imprimer en juin 2025 cet autoportrait à l'encre noire dont la composition a été confiée. Voilà, pour dire que... Et puis vous dites à un moment donné... Et alors la couverture? La couverture, le masque. Si, voilà, vas-y, c'est un tableau. Donc c'est un tableau de Lippi, un peintre italien du XVIIe. Et on n'arrivait pas à trouver une couverture. Je vois ce truc où une femme, comme vous le voyez, a un masque à la main dont on ne sait pas si elle se l'arrache ou si elle le pose sur elle. Et c'est tout l'enjeu de l'autoportrait. Ai-je réussi à arracher le masque ou ai-je ajouté un masque au masque, hein, et je n'en sais rien. En tout cas, je ne me prononcerai pas là-dessus, voilà, pour la couverture. Et c'est une très belle couverture, c'est vrai que c'est un tableau de Lippi qui est au musée d'Angers. Il est au musée d'Angers. Musée des Beaux-Arts d'Angers. Ouais. Lorenzo Lippi, femme avec masque. Ouais. En 1640-1650. Ouais. On va passer la parole au public, peut-être. Allez, Lydie Salver. Avez-vous des sûr. questions, des remarques ou des réflexions pour Lydie Salver? D'abord, merci, ça fait du bien de vous écouter. Merci et vous à semblez vous. très joyeuse et toujours dans la gaieté. Et Pas pourtant, toujours. Pourquoi écrire à l'encre noire? Ah, très bien. Très bien. Parce que précisément, le noir n'est pas, à mes yeux, une couleur funèbre. C'est le drapeau que brandit Louise Michel sur la barricade. Elle enlève son jupon noir et ça deviendra le drapeau de la commune. Et ça ne veut pas dire que ce soit triste, en tout cas pas à mes yeux. C'est le drapeau libertaire qui a flotté en 1936 sur la Barcelone que ma mère aimait tant. C'est la couleur de l'humour, c'est la couleur de la colère, c'est la couleur de ce peintre Soulage, hein, qui est pas, on n'a pas envie de se suicider quand on voit un Soulage, hein, c'est une espèce de beauté dans ce miroir noir comme ça, voilà. Bon, merci beaucoup pour merci à vous. Toutes vos paroles et pour ce merveilleux livre que j'ai acheté il y a quelque temps, juste à la rentrée littéraire, et que j'ai eu le plaisir et le bonheur de partager avec mes étudiants, dont certains sont ici avec moi. C'est vrai. Et donc, il y a des gens jeunes ici. À peine. Rien ne me fait plus plaisir. À peine sur la table du libraire, il peut être un bonheur d'usage avec eux. Donc, ce sont des étudiants internationaux qui apprennent le français. Génial. Et donc, c'était vraiment extra d'avoir ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le vocabulaire qui s'embrasse entre le vocabulaire de la rue et le vocabulaire du registre dit élevé, dit soutenu. Donc, rien que ça, on s'est vraiment amusé. Merci. On a ri, je crois. Et en plus, évidemment, toutes ces références, Montaigne, Rabelais, etc., tout ce que vous dites, eh bien, ça redessine le panorama de quelque chose qui serait très fort pour la littérature française et francophone, puisque je suis censée partager avec eux. Chouette. Donc, en fait, c'est un vrai grand bonheur d'avoir utilisé ce livre cette année. Et il y a 2 ans, on avait utilisé, depuis toujours, J'aime les dimanches, parce à la rentrée, pour se consoler de devoir se remettre au travail. Merci. Merci 1000 fois. Je suis d'autant plus heureuse que je me plains souvent, que les publics sont des publics adultes dans les rencontres littéraires. Ça me fait tellement plaisir qu'il y ait des jeunes gens. J'ai pas dit vieux, hein, vous avez remarqué. Je dis adulte. Mais à propos, juste un mot sur la langue maternelle, qui est la patrie des exilés.
Gunther Anders, philosophe que j'admire, qui a écrit L'obsolescence des hommes. Marie-Dana Arendt, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il parlait de l'existence des exilés comme des existences bègues. Et je trouve ça tellement juste, tellement juste. On ne peut pas abandonner sa langue maternelle. C'est plus qu'un sol, c'est un pays, vraiment, c'est un pays. Et alors qu'on oblige les exilés à l'abandonner, c'est une connerie, enfin, c'est pas possible. En tout cas, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je me considère encore jeune et je voulais dire qu'on continue à lire et que malgré ce que vous dites, on lit encore et on adore lire au lit aussi. Merci. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu à Toulouse. Merci. Ça fait plaisir. Mais avouez que la majorité, non, je me trompe. Autour de moi, en tout cas, oui, ça dépend des familles. Il y a des familles où le livre a une existence, etc. Mais bref. Oui, j'ai noté beaucoup de pages dans votre livre, notamment, puisque des fois vous relisez, vous répétez, il faut relire. Et à la fin, c'est pas de vous, mais vous le citez, ça m'a beaucoup plu. C'est extrait d'un livre de Pinget. Oui. Il dit, j'adore. L'enfant dit, tonton, pourquoi il faut mourir? Oui. Le vieux répond, ce sont les autres qui nous font mourir. Oui. Pourquoi, tonton? Parce qu'ils ne nous aiment plus. Oui. C'est ça la mort. C'est quand plus personne vous aime. C'est ça que j'ai adoré chez Pinget. Merci, monsieur, merci. Merci beaucoup, Lydie, d'être venue aujourd'hui à Ombre Blanche. Merci à vous, merci. Vous venez d'écouter la romancière Lydie Salver autour de la parution chez Robert Laffont de son livre Autoportrait à l'encre noire, enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 4 octobre 2025. Lydie Salver est autrice d'une importante œuvre littéraire, dont La Compagnie des Spectres, Pas pleurer, prix Goncourt 2014, Depuis toujours nous aimons les dimanches, Tout homme est une nuit, Irréfutable essai de successologie. Réalisation et mise en onde Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.